Salut les Blue Dots! Quelles sont les nouvelles du spatial de la semaine? Il y en a plein cette semaine, on parle! Il y a Mars, Vénus, le retour en scène de SpaceX qui a commencé à expédier en masse des moteurs Raptor version 2 mis à niveau vers Starbase en vue des tests cruciaux du Starship Super Heavy. Wow! Il y a tellement de nouvelles cette semaine. Il faut commencer maintenant! SpaceX, encore SpaceX semble avoir ouvert les valves et commencé à expédier en masse des moteurs Raptor version 2. On a hâte de le voir décoller, hein? Yeah! La première livraison de moteurs Raptor fonctionnels en environ 6 mois et la première livraison du Raptor version 2 sont apparues à Starbase le 30 mars. Environ un mois et demi auparavant, SpaceX avait apporté un premier prototype de Raptor version 2 endommagé lors des tests pour servir de toile de fond à la présentation du vaisseau spatial du PDG Elon Musk le 10 février, marquant la première fois que le public était autorisé à voir ou à photographier le moteur de près. Moins de 3 mois plus tard, les moteurs Raptor version 2 qui ont réussi les tests ont commencé à s'entasser rapidement dans l'une des 3 principales tentes de production de Starbase. Bien que Raptor version 2 ait beaucoup en commun avec ses prédécesseurs Raptor version 1 et version 1.5, Musk a déclaré à plusieurs reprises que le moteur représente une évolution majeure par rapport aux anciens Raptor. Plus important encore, Raptor version 2 a été conçu pour réduire considérablement les coûts et les délais de production. Pour y parvenir, presque tous les composants majeurs ont été entièrement repensés, modifiés ou affinés d'une manière ou d'une autre pour rendre le Raptor plus simple et plus compact. Un exemple est la décision de réduire le nombre de joints mécaniques dans la plomberie du moteur en les remplaçant par des soudures afin de supprimer des dizaines de pièces, joints ou endroits de fuite potentiels. Wow! Et accélérer considérablement la fabrication. Ce processus a été répété dans chaque système Raptor, ce qui a donné un moteur qui semble plus propre et simple que les variantes précédentes. En raison de sa conception plus raffinée et des améliorations apportées à d'autres composants critiques, Musk affirme que même si Raptor version 2 coûte désormais environ la moitié du prix à construire que version 1.5, il est également beaucoup plus fiable. Malgré une amélioration significative de la fiabilité, de la simplicité et du coût du Raptor, SpaceX a également réussi à augmenter sa poussée maximale de près de 25%. Les moteurs Raptor version 2 fonctionnent désormais à des pressions records dans la chambre de combustion principale de plus de 300 bars ou 4400 PSI et sont capables de produire jusqu'à 230 tonnes de poussée au niveau de la mer. Les anciens moteurs Raptor version 1.5 qui volaient sur les vaisseaux SN8, SN11 et SN15 et qui étaient installés sur les Super Heavy Booster 4 et Ship 20 étaient conçus pour produire environ 185 tonnes à 250 bars ou 3600 PSI. Suite au retrait prématuré du Super Heavy Booster 4 ou B4 qui était censé aider à envoyer le Starship S-20 dans l'espace lors de la première tentative de lancement orbital de la fusée, ce lancement orbital est désormais garanti pour utiliser un booster et un Starship différents propulsés par des moteurs Raptor version 2. Le Ship 24 est un candidat solide pour le vaisseau de la mission. Alors qu'il reste à voir si SpaceX réparera complètement est en train de poursuivre avec le Booster 7 ou si le Booster 8, qui est presque terminé, prendra le relais. Quoi qu'il en soit, le duo Starship Super Heavy aura besoin d'au moins 39 moteurs Raptor version 2 pour commencer les tests, franchir plusieurs étapes importantes en matière d'incendie statique et se préparer au vol. Depuis que SpaceX a semblé lancer des livraisons de Raptor version 2 à Starbase le 30 mars, une photo partagée par Musk le 26 avril a révélé que la société avait réussi à livrer au moins 18 des moteurs au cours des 4 dernières semaines. Au moins un autre moteur a également été livré le 28 avril. Ça signifie que SpaceX dispose déjà de suffisamment de moteurs pour commencer les tests de tir statique avec un groupe complet de 13 Raptors centraux sur Super Heavy B7 ou B8. Il y a donc de fortes chances que SpaceX ait tous les moteurs dont il a besoin pour équiper complètement un duo Starship Super Heavy très bientôt. Elon avait dit fin avril, hey, on n'est pas loin, hein? Hey, mange bien, ça va être ton tour bientôt, Raptor! Woo!
Après le parachute retrouvé par Perseverance, ça c'est curiosité, là, mais Perseverance a retrouvé son parachute là une couple de semaines, ben, c'est au tour de l'hélicoptère drone Ingenuity de la NASA de capturer des images de sa coupole qui les a emmenés les deux sur Mars. Là. Il était deux là-dedans. Wow, la coupole, on se calme, la coupole est déjà au sol sur Mars. Le 18 février 2021, le rover Perseverance et son drone Ingenuity se posaient sur Mars. Ça, vous le savez déjà, mais dernièrement, les équipes de la NASA ont envoyé Ingenuity retrouver les équipements qui leur ont permis, ben, lui et son grand frère Perseverance, de se poser en toute sécurité. Cette nouvelle expédition, la 26e, a permis à l'hélicoptère drone de capturer plusieurs images spectaculaires. Au milieu des plaines de Mars, on distingue la capsule qui a déposé les deux robots. Plus loin, c'est le reste du parachute désormais à moitié recouvert d'une couche de poussière. Cette étape majeure du 26e vol a été réalisée sur demande des ingénieurs en charge. C'était pas un hasard, là, il est pas arrivé dessus. Hey! C'était planifié comme ça. Pour rappel, il s'agit de la mission ambitieuse qui devra récupérer ces prélèvements puis de les rapatrier sur Terre pour qu'ils puissent être étudiés. Le lancement de la mission n'est pas prévu avant au moins 2025 puis il faudra attendre 2030 pour le retour des échantillons. Parce que les dates sont un peu futiles parce qu'on n'oublie pas que le voyage est très long et puis il faut qu'il y ait un alignement entre nos deux planètes puis ça prend en moyenne 2 ans là, à avoir cet alignement-là. Donc, ben, il faudra attendre 2030 pour le retour des échantillons. Mais d'ici là, les ingénieurs travaillent déjà extrêmement fort pour mettre en place cette mission. Pour augmenter au maximum leurs chances de succès, le moindre détail compte. Ils estiment notamment que ces décombres pourront les renseigner sur la rentrée atmosphérique, la descente et l'atterrissage sur Mars. Il s'agit d'une étape extrêmement difficile en termes d'ingénierie car les ingénieurs n'ont pas le moindre contrôle direct. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prévoir le coup le mieux possible, puis croiser les doigts pendant que la capsule traverse cette épreuve en solo. Pendant la descente martienne, les contraintes mécaniques et thermiques sont extrêmes. À imaginer frapper l'atmosphère à plus de 20 000 km/h, puis la surface martienne à plus de 125 km/h. La NASA a déjà réussi l'exploit à 2 reprises et compte bien s'en inspirer pour maximiser les chances de succès de Mars Sample Return. Ça, c'est le nom de la mission. Perseverance a été l'atterrissage le mieux documenté de l'histoire avec des caméras qui montraient en détail les différentes étapes. Mais les images d'Ingenuity offrent un autre point de vue car si elles confirment que les systèmes ont fonctionné comme prévu ou si elles fournissent un petit ensemble de données d'ingénierie utilisables pour préparer Mars Return Sample, ça serait extrêmement utile. Par contre, il faudra patienter plusieurs semaines avant que les ingénieurs de la NASA en arrivent à des conclusions. Mais n'oublions pas de souligner le nouvel exploit d'Ingenuity. Wow! Le petit hélicoptère qui n'en finit plus de dépasser ses limites. Hey, rappelons qu'à l'origine, il n'était censé réaliser que 5 vols. 5! Il a récemment guidé le rover Perseverance jusqu'au delta, à la frontière du cratère de G0, où il va désormais continuer sa recherche de traces de vie passée. Le terrain plat au-dessus duquel Ingenuity volait depuis le début fait désormais partie du passé, car il doit maintenant composer avec un terrain très accidenté, avec de petites falaises affûtées. Pour prendre des photos, Ingenuity a dû effectuer beaucoup de manœuvres. Mais c'est là que pourraient peut-être se cacher de véritables trésors géologiques. À commencer par des traces de vie passée. D'une manière ou d'une autre, même si la NASA ne trouve pas la moindre trace de biosignature, je peux vous dire que Ingenuity et Perseverance, ils n'ont pas fini de nous émerveiller. Puis c'est pas ça qu'on veut, nous, dans ce monde un peu trop en noir et blanc. Bon, maintenant, je vais laisser de côté la planète Mars pour vous parler d'un monde étrange et inhospitalier. Vénus. Non, Vénus. À peu près aussi grande que la Terre, Vénus est la planète la plus proche de notre planète. Ben oui, c'est pas Mars la plus proche, c'est Vénus. Enveloppée dans une atmosphère dense et toxique de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique, la planète souffre d'un effet de serre incontrôlable qui fait grimper les températures à sa surface à 475 degrés Celsius. Mais il y a quelque chose de très étrange à propos de ce monde. Ben là, pas tant que ça, là. Alors que Vénus complète son orbite autour du Soleil en 225 jours terrestres, il faut 243 jours terrestres pour que la planète tourne autour de son axe. Ça signifie qu'une année sur Vénus est plus courte qu'un jour.
Mais voilà qu'une nouvelle étude suggère que l'atmosphère épaisse et orageuse de Vénus pourrait en être la cause. Les scientifiques considèrent l'atmosphère comme une fine couche presque séparée au-dessus de la planète qui a un lien presque inexistant avec la planète solide. Selon eux, la puissante atmosphère de Vénus serait une partie beaucoup plus intégrée de la planète qui affecte absolument tout, même la vitesse de rotation de la planète. Sans l'atmosphère, la rotation de Vénus s'accélérerait à un rythme qui correspondrait à son orbite autour du Soleil. Un phénomène connu sous le nom de tidal locking, ou blocage des marées. Les corps célestes bloqués par les marées sont sous l'influence gravitationnelle d'un corps beaucoup plus grand. La gravité du plus grand corps maintient la période de rotation du plus petit corps en synchronisant avec son orbite autour du plus grand corps. Ça signifie que le plus petit corps effectue une rotation exactement en même temps qu'il effectue une orbite. Donc un an équivaut à un jour. Un corps verrouillé par la marée fait donc constamment face à son plus grand voisin du même côté. Puis un exemple simple comme ça qui me vient à l'esprit, c'est simple, c'est la Terre avec la Lune. Donc la Lune est verrouillée sur la Terre. Ça fait en sorte que la Lune, elle va toujours faire face à la Terre. Elle s'est ajustée pour ça. Le verrouillage des marées se produit sur de longues périodes. Ça peut prendre des millions d'années pour que l'année tombe en synchronisation avec le jour. Pour étudier pourquoi la rotation de Vénus est si lente, les chercheurs ont d'abord calculé combien de temps il faudra à une planète comme Vénus pour se verrouiller. Le calcul a pris en compte la taille des deux corps, leur masse, leur gravité et leur vitesse de rotation. Ils ont découvert qu'il n'aurait fallu que 6,5 millions d'années à Vénus pour se verrouiller. Puis 6,5 millions d'années, c'est rien par rapport aux 4,5 milliards d'années de notre système solaire. Il doit donc y avoir une raison pour laquelle la rotation de Vénus n'a pas encore correspondu à son orbite. C'est une atmosphère. Tu savais ça? Ben oui, je savais ça. Tout le monde sait ça. Effectivement, son atmosphère, des vents extrêmement rapides font glisser l'atmosphère le long de la surface de la planète pendant qu'elle circule, ralentissant sa rotation tout en desserrant l'emprise de la gravité du Soleil. Paradoxalement, le Soleil lui-même agit comme une force permettant à l'atmosphère de freiner contre le verrou de marée. La gravité du Soleil veut verrouiller Vénus par les marées, mais l'énergie du Soleil fournit une grande partie du conducteur dans l'atmosphère vénusienne, ce qui empêche le verrouillage des marées car ça rend l'atmosphère beaucoup plus dynamique. Selon les chercheurs, les scientifiques qui examinent les exoplanètes devraient considérer le verrouillage des marées similaire à Vénus. Ils doivent donc être capables de faire la distinction entre une planète similaire à la Terre et une planète similaire à Vénus, puis comprendre quel effet l'atmosphère pourrait avoir sur son taux de rotation. Selon eux, les méthodes actuelles de chasse aux exoplanètes sont des techniques indirectes, puis les chercheurs ne peuvent pas les voir directement et déduire l'existence de la planète à partir de l'effet qu'elle a sur l'étoile. Ces inférences proviennent de modèles basés sur des informations obtenues lors de l'étude des planètes de notre propre système solaire. Fait que ça veut rien dire. Bien étudier les planètes proches d'un verrouillage de marée, tel que Vénus, peut aider les chercheurs à en savoir plus sur d'autres planètes de d'autres systèmes stellaires qui, eux, peuvent abriter la vie. Le télescope spatial James Webb, lui, là, il a traversé encore une autre étape dans sa mise en service. C'était pas la moindre. Son alignement est maintenant complété et chaque instrument de l'observatoire est capable d'obtenir des images claires du ciel ou de l'espace. Le début des activités scientifiques du télescope spatial James Webb, JWST James Webb Space Telescope, approche. Une étape très importante pour sa mission a été franchie le 28 avril 2022. L'alignement des miroirs est désormais terminé. Après son lancement dans l'espace à la fin décembre 2021, l'observatoire a entamé une longue phase de déploiement. Le miroir principal du James Webb Space Telescope en particulier devait être déplié. C'est alors que l'alignement a pu commencer dans le but d'obtenir une image nette démontrant que tous les segments fonctionnent comme un seul et même grand miroir. Mais aujourd'hui, les 4 instruments de l'observatoire ont montré qu'ils pouvaient prendre des images nettes et claires du ciel. Sur cette image, nous pouvons apercevoir une mosaïque de vues obtenue avec chacun des instruments de James Webb. L'objet céleste qui a été observé est une galaxie satellite de la Voie lactée, le grand nuage de Magellan. Mais là, il n'y a rien, mais quelque chose. Merci. La position des images correspond à la disposition des instruments sur le télescope. On constate un léger décalage, chaque instrument ne pointant pas exactement la même partie du ciel par rapport aux autres. James Webb est aligné, mais pas encore tout à fait prêt.
Désormais, chacun des instruments de James Webb a réussi à obtenir des images satisfaisantes à partir de la lumière réfléchie par le miroir. La suite du programme, la mise en service des instruments scientifiques. Cette étape de calibrage qui devrait durer 2 mois consistera à configurer et à utiliser les différents outils de l'instrument, masques, filtres, lentilles, dans différentes configurations. La NASA pourra ainsi s'assurer que les instruments sont prêts pour les premières observations scientifiques prévues à l'été 2022. Quant aux miroirs composant le miroir primaire de James Webb, ils pourront encore être ajustés dans le futur, mais avec de très petites corrections et de manière périodique. De plus, pour mettre en service l'observatoire, il faudra aussi vérifier sa stabilité thermique. James Webb va donc s'orienter dans différentes directions pour s'en assurer. Puis comme vous le savez déjà, il est crucial de conserver les instruments du télescope à des températures très froides. La qualité de ces observations dans l'infrarouge en dépend, mais là, il fait trop froid, là! La Chine effectuera un test de déviation d'astéroïdes en 2025. Ah ben, pas du nouveau, ça, hein? Oh non! La Chine visera à modifier l'orbite d'un astéroïde potentiellement menaçant avec un test d'impacteur cinétique dans le cadre des plans d'un système de défense planétaire. Ben oui, c'est du déjà vu! Copier-coller, 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 copier-coller. La Chine élabore un plan de défense planétaire et mènera des études techniques et des recherches sur le développement de systèmes pour contrer les menaces posées par les astéroïdes proches de la Terre. Ils n'ont pas besoin de mener des études, ils ont juste à attendre les résultats de la mission DART de la NASA, je vous en parle. Une mission effectuera des observations rapprochées d'un astéroïde potentiellement dangereux sélectionné, puis impactera la cible pour modifier son orbite. Mais oui, la Chine n'est pas la seule ni la première agence spatiale à développer des capacités de défense planétaire. On se souvient de la NASA qui a lancé son test de redirection de double astéroïde DART en novembre 2021. Le vaisseau spatial entrera en collision avec Dimorphos, une lune en orbite autour de l'astéroïde proche de la Terre, Didymos, en septembre de cette année. Alors Dimorphos tourne autour de l'astéroïde. Didier. Ben dis-le là, c'est long! Dis-le! Didymos. Oh, il était temps! Ça, c'est Didymos. Ouais. L'Agence spatiale européenne enverra sa mission HERA, H-E-R-A, à Didymos et Dimorphos plus tard dans la décennie pour examiner les séquelles de l'impact de la mission DART. La Chine développe également une mission combinée de retour d'échantillons d'astéroïdes et de rendez-vous de comètes. La mission, qui devrait être lancée avant 2025, ciblera le quasi-satellite terrestre Kamoa-Lewa. Encore? Kamoa-Lewa. Kamoa-Lewa. C'est quoi? Hey, je suis pas obligé de répéter, sérieux? Répète. Écoute au début, puis c'est tout. Kamoa-Lewa livrera des échantillons sur Terre, puis se dirigera vers un rendez-vous avec la comète de la ceinture principale 311P, Pan-STARRS. Puis pour revenir au quasi-satellite terrestre Kamoa-Lewa, il ne s'approche jamais à moins de 14 millions de kilomètres de la Terre. Son mouvement oscillant le maintient entre 38 et 100 fois la distance Terre-Lune. Mais il tourne quand même autour de la Terre comme la Lune. Mais c'est pas un satellite, c'est un quasi-satellite. OK, puis Pan-STARRS, lui. Mais non, pas Pan-STARRS. Aïe, aïe, aïe. Faut tout se dire, hein? Mais c'est un astéroïde ou une comète qui est dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Puis il a été découvert par le satellite Pan-STARRS le 27 août 2013. Puis il fait environ 500 mètres de diamètre, là, c'est pas gros, là. Et c'est maintenant l'heure des nouvelles de Twitter de cette semaine. Ouais, on va regarder ce qu'il y a dans l'actualité. On commence avec Elon Musk. Elon Musk. Ouais, Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? On le sait déjà. Et oui, Twitter accepte l'offre de rachat d'un montant de 44 milliards de dollars d'Elon Musk. Mais tout ça, ça fait pas juste des heureux parce que on a parlé beaucoup de la liberté d'expression. Il y en a qui sont extrêmement contre. Je pense que il y a un petit débat actuellement sur Twitter. Donc, Elon Musk a répondu à tous ces gens qui sont un peu bouleversés par ça. Parce qu'Elon Musk dit on veut de la liberté d'expression, mais qu'est-ce que c'est en réalité la liberté d'expression? Est-ce qu'on peut dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand? C'est ça la question. Elon Musk a répondu avec ce tweet qui dit « Par liberté d'expression, j'entends simplement ce qui est conforme à la loi. Je suis contre la censure qui va bien au-delà de la loi. Si les gens veulent moins de liberté d'expression, ils demanderont au gouvernement d'adopter des lois à cet effet. Par conséquent, aller au-delà de la loi est contraire à la volonté du peuple. »
Et je poursuis avec les nouvelles de la fusée SLS qui est de retour dans son VAB, l'énorme véhicule Assembly Building avec des énormes portes qu'on en parlait justement les dernières semaines. Eh bien, les plateformes de travail ont été allongées pour l'accès. Ici, les équipes travailleront sur le remplacement d'un clapet anti-retour d'étage supérieur défectueux, d'une petite fuite dans le boîtier de la plaque de masse ombilicale du mode service de queue et de vérification supplémentaire. Bon, les termes anglais sont un peu désastreux, mais je vous épargne ça. En gros, la fusée SLS est en train de se faire réparer. Il y a eu des problèmes. Ils travaillent là-dessus. Anticiper beaucoup de retard, mais c'est pas grave. Au moins, le projet avance. Sur cette vidéo des propulseurs Draco de Dragon rapprochant le vaisseau spatial de la Station spatiale internationale, oui. Et puis ça, c'était l'équipage Crew 4 ou Crew 4 qui a été envoyé justement la semaine dernière vers la Station spatiale internationale. Regardez le logo, il est magnifique. Le chiffre 4 avec les étoiles, c'est les familles, tout ça. Et les petits points, les étoiles plus petites, ça désignait l'équipe qui a travaillé pour mettre en place cette mission fantastique. Alors bravo, bravo à tous. Bon, je poursuis avec un dictateur russe, on le connaît, hein, le terrible Vladimir Poutine, avec des valeurs complètement insensées, oui, un imbécile. Ben, il annonce la période 2022 à 2031 comme une décennie de la science et des technologies en Russie. Ouais, ben, il y en a un qui a écrit mon commentaire, et puis je suis bien d'accord avec lui. S'il reste au pouvoir aussi longtemps, il ne restera plus grand-chose de la science et des technologies en Russie. Sérieux, c'est désastreux ce gars-là, là. Aucun bon sens. Aucun bon sens, je le dirai jamais assez. Il y a le rover Perseverance Mars, on en parle beaucoup ici dans l'actualité spatiale. Ben, il a écrit qu'il y a des ondulations et crêtes au bord du delta. Ravi de commencer des activités scientifiques dans cette destination que nous visons depuis si longtemps. Les roches finement stratifiées juste devant pourraient être ma prochaine cible pour Sampling Mars. Oui, lui il se promène puis il récupère des échantillons pour éventuellement les ramener sur Terre. Plus dans les années 2030, mais on va être encore là. Hein? On va être encore là. Et il y a Axiom Space qui a signé un contrat historique pour transporter un astronaute des Émirats arabes unis vers l'ISS lors de la mission NASA de Crew 6 en 2023. Ce sera la première mission de longue durée vers l'ISS pour un astronaute des Émirats arabes unis et la première pour une nation arabe. Il y a Rocket Lab aussi qui retarde le projet de récupération justement du booster de leur fusée avec un filet puis un hélicoptère. Wow! Ben ouais, il y a eu encore du retard. Désolé, ça sera pour une prochaine fois. Quelle belle compagnie en devenir. J'adore les innovations, j'adore les nouveautés. Et samedi, le rapport tant attendu environnemental du site de lancement de Boca Chica est de nouveau reporté d'un mois supplémentaire. Il y a encore des délais. Oui, il sera publié le 31 mai 2022, mais il y a tout de même des étapes qui ont été complétées depuis le dernier rapport. Ça va être à suivre. Ça complète mes actualités Twitter de la semaine. Ouh! Et on est rendu à la question de la semaine. Il est où mon Raptor? Il est assez d'actualité, hein? Raptor? Haha! On peut y aller avec la question de la semaine. SpaceX, on en parle beaucoup, hein? Eh bien, je vous demande cette semaine, croyez-vous que SpaceX réussira à faire décoller le Starship Super Heavy prochainement? Écrivez des dates dans les commentaires, puis savez-vous quoi? Ben oui, pourquoi pas? Ça va me faire plaisir de vous envoyer ce petit Starship. Si vous avez la bonne date, si vous tombez dessus, là, la bonne date, allez-y, écrivez n'importe quelle date. 6 juillet, 12 août, 24 septembre, écrivez les dates et elle sera peut-être à vous. Ça prend la bonne date. Et ça complète mon actualité spatiale de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la science autour de vous. Ça, c'est vraiment, mais vraiment important. Et comme disait cette semaine, Ralph Waldo Emerson, le connaissez-vous? Parce qu'il a écrit une belle phrase qui dit « Le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait. C'est la volonté d'être toujours meilleur. » D'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions et d'apprécier les belles choses que la vie vous apporte. Regardez le ciel plus souvent, soyez Blue Dot parce que le futur, ça commence maintenant.